BBP on the track. Rocky Golden. Malgré tout ce que t'as fait, je n'ai jamais cessé de t'aimer, oh mon bébé. Très souvent t'as pas assuré, tu m'as trop blessé. Oui, oui, tu reconnais pas, mais un jour tu t'en mordras les doigts. J'ai toujours donné à fond, j'ai pas voulu te perdre, ça se voyait dans mes yeux. Remercier tous nos frères qui ont bien voulu effectuer le déplacement ce samedi. À la base, comme le docteur l'a dit, moi je suis venu à Londres pour un dossier et je devais en principe lui rendre visite aussi en Italie lorsqu'il m'a donné l'information qu'il était en Suède et qu'il y animerait une conférence. Au Danemark ensuite, pardon. Et c'est volontiers que j'ai accepté d'être là. Alors ce soir, nous avons choisi un thème sur lequel nous avons voulu réfléchir, les thèmes de la mutinerie qui... C'est vrai, on peut dire que c'est réglé, mais c'est encore d'actualité. C'est pourquoi on a réfléchi sur le thème mutinerie en Côte d'Ivoire, quel impact sur le procès Gbagbo à la CPI. En fait, c'est juste un prétexte pour parler de la Côte d'Ivoire, juste un prétexte pour aborder les différents problèmes et ensemble trouver des solutions. Comme l'a dit, les organisations de droits de l'homme, c'est surtout des organisations de réflexion et non pas de masse. Nous réfléchissons, nous proposons pour améliorer la situation des droits de l'homme, la situation au quotidien. Alors quand on parle de mutinerie, on parle il est question donc de révolte, de rébellion ouverte contre l'autorité. Je me permets un jeu de définition des mots pour qu'on puisse déjà comprendre la base de nos réflexions. Mutinerie, révolte, rébellion ouverte contre l'autorité. Et les questions qu'on a bien envie de se poser, qui sont les mutins? Pourquoi ils se mutinent? Depuis quand et pourquoi? Et comment se manifestent donc ces mutineries et quelles sont les conséquences de ces mutineries? Peut-être juste en deux mots, et puis peut-être dans les échanges, on pourra peut-être approfondir. Alors selon les informations qu'on a, ces mutins, ce sont des anciens rebelles des forces nouvelles. Les Soro, qui ont été intégrés dans l'armée ivoirienne en 2011. Et ils sont estimés à près de 8400 hommes. Quand commencent les mutineries, en réalité, je crois qu'il y a eu une mutinerie en 2014, mais ça, ce n'était pas vraiment quelque chose de sérieux. Mais les vraies mutineries commencent donc le 5 janvier 2017. 5 janvier 2017, mutinerie commence donc à Bouaké. Nous nous réveillons au début de l'année, on apprend des nouvelles de tirs à Bouaké, ensuite ça se propage à Korogo, à Daloa, ensuite à Abidjan. Et pendant 3 jours, le pays est paralysé. Et c'est par eux-mêmes les déclarations qu'on apprend les causes de cette mutinerie et les raisons de cette mutinerie et qu'est-ce qu'ils espèrent de cette mutinerie. Quand la mutinerie éclate donc début janvier 2017, le gouvernement prend la chose en charge et le ministre de la Défense est donc envoyé à Bouaké pour discuter avec les mutins. Il semble même qu'il a été un peu pris en otage au domicile du préfet pour lui arracher des accords. Finalement, on apprend que les mutins réclament chacun 12 millions de francs CFA, environ 18 000 euros. Le gouvernement essaie de négocier avec eux. Ils leur font la promesse de leur payer 5 millions séances tenantes en janvier et 7 millions en mai. Le gouvernement obéit, les 5 millions sont payés, la mutinerie se calme. En mai, l'échéance de mai approchant, le gouvernement décide donc de rencontrer une partie des militaires. Parce qu'ils ont voulu anticiper le paiement de mai. Mais en même temps, lorsque le président de la République finit de payer ces 5 millions, il se rend certainement compte qu'il a fait une grande bêtise parce qu'il a cédé face à la pression des militaires. Il ne veut plus payer les 7 millions. Il faut donc trouver une solution. Ils prennent donc une partie des militaires, une délégation, je crois, de 30 militaires qu'ils essaient de recevoir à la présidence. Il leur faut faire une déclaration qui est enregistrée le 10 mai 2017 et le 11 mai dans la soirée, ce message est diffusé. Et un certain sergent Fofana, qui s'est fait passer pour le représentant des militaires, fait une déclaration, il présente ses excuses à Ouattara et il engage toute la mutinerie publique, il renonce donc à tout ce qui est revendication financière. Ça veut dire que les 7 millions qu'ils attendaient en mai,
ils n'en veulent plus. Malheureusement, puisque ce n'est pas une décision de tous les mutins, le lendemain, les mutineries commencent encore à braquer. 12, 13, 14, 15. Le pays est encore paralysé et le gouvernement est obligé de négocier encore et finalement un accord est trouvé. De leur payer 5 millions de 15 000 et puis 2 millions dans le mois de juin. Donc on espère qu'on n'aura pas encore une autre mutinerie pour payer ces 2 millions. Alors, d'où viennent donc, pourquoi ces mutineries? D'où vient donc cette réclamation de 12 millions, 18 000 euros? Il semble que c'est une prime qui a été promise à ces mutins pour avoir aidé Ouattara à dégager le Grand Gbagbo. Et selon eux-mêmes, ce qu'ils disent, c'est une prime qu'on appelait prime ECOMOG. C'est-à-dire c'est une prime qui devait être reversée à l'armée de l'ECOMOG parce qu'on se souvient que dans le conflit entre Gbagbo et Alassane Ouattara après les élections, il était question de faire venir l'armée de l'ECOMOG pour, selon eux, dégager le Grand Gbagbo du pouvoir. Et donc, ces militaires-là ont accepté de jouer le rôle de cette armée de l'ECOMOG et en retour, ils devaient prendre cette prime. Malheureusement, quand Ouattara vient au pouvoir, jusqu'en 2017, ils n'ont pas cet engagement qu'il a pris. Et donc, les militaires réclament donc leur dû. Mais quel est le mode opératoire de cette mutinerie? C'est vrai qu'on a dit que les militaires, ils ont pris les armes, ils tirent dans les rues, ils se sont même attaqués à certaines banques, ils se sont même attaqués à certains particuliers, des véhicules ont été arrachés, des maisons ont été pillées. Et on est bien obligé de s'interroger sur les conséquences de ces mutineries. D'abord au plan social. Sur plusieurs jours, les écoles sont fermées, les entreprises sont fermées, les hôpitaux fonctionnent au ralenti. Sur le plan économique, certains impacts sur les activités économiques, la confiance en la Côte d'Ivoire qui dit-on est en train d'émerger est ébranlée. Et sur le plan politique, on se rend compte que le gouvernement a cédé devant la pression. Or, dans tous les pays du monde, les gouvernements ne cèdent pas officiellement, sinon ils ne traitent pas officiellement avec les terroristes, parce que ça, c'est le terrorisme. Réclamer de l'argent et on commence à inquiéter tout le monde dans les pays. Et donc le gouvernement qui cède donc devant cette pression. Et la réaction du gouvernement, comme on l'a dit, c'est de payer ce qu'ils ont promis. Payer, mais avec quoi ils payent? Avec quel argent ils payent? Et sur la base de quoi? Ça, c'est aussi des questions qu'on se pose. Est-ce que c'est une dette de l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une dette de Ouattara? Quel argent on va payer ça? Ce que le docteur va revenir là-dessus tout à l'heure. Tout à fait. Pour nous, quelle analyse on peut tirer de cela, de cette situation de mutinerie? Premièrement, pour nous, c'est un exemple partant de malgouvernance. Parce qu'on ne peut pas engager tout un État, engager les fonds publics d'un État pour payer une dette que j'appelais une dette privée. Deuxièmement, ça donne l'expression, et bon, ça depuis longtemps, on a l'assurance que c'est une justice à deux vitesses. Parce qu'en même temps que les Ivoiriens sont en prison, depuis des années, sont en prison pour certains sans jugement, pour, dit-on, atteinte à la sûreté de l'État, pour, dit-on, trouble à l'ordre public, d'autres, pendant des jours, ont trouvé l'ordre public. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des entreprises, des économies qui ont été fermées. Le pays a été troublé, mais ces personnes ne sont pas inquiétées, elles sont au contraire récompensées. La conclusion pour nous, si on ne peut pas établir une réelle justice, une justice vraie, il n'est plus question d'engager des procédures contre qui que ce soit. Ceci pour juste dire un mot sur l'impact sur les différents procès. Mais comme je dis, le docteur qui va intervenir là-dessus va développer cela. Donc voilà un peu la piste de réflexion que je voudrais avoir par rapport à cela. Brièvement, pour nous, notre analyse c'est quoi? C'est que ces mutineries, ont montré déjà la faiblesse du pouvoir politique, du gouvernement, qui cède donc devant la pression militaire, qui dans un premier temps, publiquement, si toutes les chaînes du monde prennent des décisions de fermeté, on ne négocie pas, on ne payera pas, et puis finalement il y a la reculade. Deuxièmement, l'impression qu'on donne, c'est qu'on paye avec les fonds de l'État, avec les fonds publics, un engagement privé que quelqu'un a pris. Et puis troisième leçon qu'on tire, c'est que c'est une justice à deux vitesses. C'est un encouragement à l'impunité.
Parce que des gens qui paralysent le pays pendant des jours, des gens qui tuent, des gens qui pillent, qui font encore les récompenser en leur payant des millions, mais ce n'est pas une manière de gérer. Et c'est un symbole partant de la malgouvernance. Et partant de là, on devait plutôt accentuer, mettre l'accent sur la question de la justice par rapport à tous ceux qui sont en prison depuis longtemps. Pour nous, tous ces prisonniers politiques qui sont en prison devaient pouvoir être libérés au regard de ce qu'on a assisté, au regard de ce qu'on a vu. Donc, je pense que c'est ce que je voulais dire en 2 mots sur cette question. Voilà. Sous réserve des états BBB on the track. Rocky Golden. Malgré tout ce que t'as fait, je n'ai jamais cessé de t'aimer, oh mon bébé. Très souvent t'as pas assuré, tu m'as trop blessé. Oui, oui, tu reconnais pas, mais un jour tu t'en mordras les doigts.